régulièrement. On pose d'abord les faits, rien que les faits. C'est Justine Fraissinet. Bonsoir Justine. Bonsoir Amélie, bonsoir à tous. Donc d'abord, ce fameux char le plus beau, le plus fort. Eh bien, autant vous le dire tout de suite, ce que vous allez voir ici, ces images, c'est une opération de communication de l'armée russe. Nous sommes en Russie, sur un champ de tir du camp d'entraînement de Kazan. On voit ces hommes en tenue militaire qui avancent et en arrière-plan, ce char qui les accompagne, il s'agit du T-14 Armata, le dernier né des chars russes. Alors c'est quoi ce char? Eh bien il n'est pas encore en service, mais on sait que c'est un gabarit au-dessus de ce qu'utilisent actuellement les Russes. Il fait 10 mètres de long, canon compris, il fait 3 mètres de large, pèse 57 tonnes, vitesse maximale 75 km/h, c'est l'équivalent d'un char Abrams ou d'un char Leclerc. En revanche, c'est à l'intérieur que se trouve entre guillemets la révolution technologique. Sa particularité, c'est que tout l'équipage est installé à l'intérieur dans une capsule blindée de plusieurs couches, ce qui lui permet de survivre en cas de coup direct. Le canon est automatisé. Le char peut embarquer 32 obus, il est équipé de 2 mitrailleuses, de capteurs, de radars et de caméras hyper précis. Bref, un petit bijou de technologie avec le prix en conséquence 250 à 400 millions de roubles pièce, c'est-à-dire 4 à 6,3 millions d'euros. À titre de comparaison, les chars T-90 utilisés par les Russes en Ukraine coûtent environ 3 millions pièces. On comprend quand même que cette image de ce fameux char, elle a alerté. Oui, parce que l'Armata, il n'est toujours pas déployé alors que les Russes l'annoncent depuis 2010. En 2015, vous le voyez, il était même dévoilé en grande pompe lors du défilé militaire du 9 mai. Mais sa livraison n'était pas attendue avant 2027, aux dernières nouvelles. Et pourtant, l'armée russe, en manque de victoire, annonce effectivement qu'elle va le déployer sur le terrain de l'opération militaire spéciale en Ukraine. Les premières unités seraient même formées en ce moment même. 5 à 6 chars seraient en passe d'être déployés. Une goutte d'eau, si l'on en croit le général de brigade et historien Jean-Marc Maril, écoutez-le. Pour que ça change la donne, il faut qu'il y ait un emploi en masse de ces véhicules. Un emploi échantillonnaire de ce char n'apportera aucune différence sur le champ de bataille. Il faudrait qu'ils aient au moins 2 ou 3 brigades blindées, c'est-à-dire qu'ils aient une masse de 200 à 400 chars capables d'intervenir sur le champ de bataille. Vous l'avez compris, on est bien dans la communication militaire, dans l'innovation stratégique, mais clairement pas dans le renversement stratégique pour l'armée de Moscou. Difficile d'imaginer que ces chars-là soient le salut de l'armée russe. On voit bien que d'une manière générale, l'armée russe, elle est dans une grosse opération séquence communication sur ses armes, sur ses capacités. Effectivement, autre séquence, regardez ces images partagées par Dimitri Medvedev lui-même, le vice-président du Conseil de sécurité russe. Il était en visite mercredi dans une usine de missiles de croisière. On voit ces belles images bien préparées, bien léchées. Il aurait demandé l'augmentation de la production et il assure qu'il n'y a pas de pénurie. Parce que c'est bien là le problème en fait pour les Russes. C'est le risque de la pénurie. Sait-on vraiment, on en arrive maintenant à cette question, où en sont leurs stocks? Eh bien, si l'on en croit le très sérieux Wall Street Journal, toutes les réserves russes s'épuisent. Des signes indiquent que les stocks de certains systèmes d'armement russes, notamment de missiles de précision, sont au plus bas. Alors, quels sont ces signes? Il y en a au moins 3. Le premier, c'est que la Russie ralentit le rythme. Dans les premiers mois de la guerre, elle utilisait en moyenne 24 missiles par jour. En octobre, c'était seulement 15 en un mois pour ce qui est des missiles de croisière calibre, ce qui ne fait pas plus de 1 tous les 2 jours. Deuxième signe, elle trouve de nouveaux fournisseurs, l'Iran notamment pour ce qui est des drones et des missiles balistiques selon Kiev, et également la Corée du Nord pour les obus, ça c'est selon Washington. Preuve effectivement que ces réserves ne suffisent plus et aussi qu'elle n'arrive plus à les produire elle-même. Le troisième signe, selon le Wall Street Journal, c'est que les missiles sont parfois détournés de leur usage premier. On a déjà parlé des missiles de défense antiaérienne S-300 qui sont utilisés par les Russes comme des missiles offensifs, également des missiles anti-navires qui sont à l'origine conçus pour percer des blindages, qui sont utilisés contre des cibles terrestres. Et ils utilisent aussi, selon le journal américain, des missiles nucléaires dont la charge atomique a été retirée pour les convertir en missiles conventionnels. Cette pénurie possible d'armes pour les Russes, on imagine bien évidemment que les Ukrainiens aiment à le souligner. Effectivement, ils sautent sur l'occasion pour continuer d'affaiblir l'armée russe. Le ministère de la Défense ukrainien avance des chiffres
très très précis. Vous le voyez dans cette liste, il détaille l'arsenal russe, tous les missiles de précision. Et pour chacun d'eux, on voit le stock de départ, la production, si elle est à l'arrêt ou pas, la proportion qui est utilisée et le stock actuel. Selon Kiev, donc, Moscou a presque épuisé tous ses missiles balistiques Iskander. On voit qu'il lui reste 13% de son stock de départ. Idem pour les calibres qui se trouvent ici, il lui reste 37% du stock de départ. Idem pour les Kh-22, c'est un missile anti-navire. Il reste 32% du stock de départ. Et puis on voit aussi qu'elle possède toujours 87% de son stock de S-300, on en a parlé, ce qui explique effectivement qu'elle les détourne de leur usage défensif pour un usage offensif. Vous vous en doutez, ces chiffres, ils sont impossibles à vérifier pour le moment, mais ce qui est sûr, en revanche, c'est que dévoiler ces informations, cela relève clairement de la guerre de communication. Et je vous remercie beaucoup, Justine Fraissinet, et je remercie toutes les équipes derrière ce travail, comme tous les soirs.